Voilà, bonjour à tous. Nous sommes vendredi 13 décembre. Nous le 13 décembre. J'ai gagné 50 €. Tu as gagné 50 €? Il y a des gagnants, des Guadeloupéens qui ont gagné des millions, j'ai entendu. Non, bon, alors, soyons sérieux. Aujourd'hui, c'est le bocantage médiatique du vendredi avec Nathalie Dinan de France-Antilles. Bonjour. Bonjour d'Alexandre Nice. Bonjour à tous les spectateurs. Est-ce que tu es content d'être là avec nous? Bien sûr, les spectateurs de Canal 10. Bonjour à tous les Guadeloupéens, ici et au-delà. Bien. Monsieur Dancal, qui est toujours avec nous, avec son journal. Est-ce qu'il a emmené son journal aujourd'hui? Il l'a emmené. Bon, merci d'être là. Bonjour Dani, bonjour à tous. Précisez que c'est le meilleur d'entre nous. Il n'a pas de journal, mais le journal est dans sa tête. Et dans sa voix. On va recevoir Christian Céleste qui arrive là tout de suite. Là. Il n'est pas en avance, mais il n'est pas trop en retard, donc on va l'accueillir avec plaisir. Asseyez-vous, monsieur Céleste. En direct. En direct. Et merci d'être là avec nous pour la première fois et de pouvoir participer à ce beau cantage médiatique. Un peu plus tard, on va continuer à faire l'info, puisqu'il y a des choses, faire de nos échecs des opportunités de réussite. Solène Fay va chanter Noël, enfin bref, on parlera de tout ça. Mais on va recevoir aussi Manix Siartiteka, Une voix, une histoire des images, c'est la chronique sur l'audio, les livres audio. Sabrina Jaconi sur Tout le monde c'est monde sur l'eau. Et puis on termine avec Marilyn Ferdi que Nathalie adore. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien. Alors, on va commencer. Des informations d'ailleurs que vous avez piquées dans mon journal, monsieur Zandronis. En plus, grâce à nous, on travaille bien quand même. Mais c'est ça qu'on appelle la mutualisation de la presse. Dans un petit pays. Dans un petit pays. Bien. Alors, comme chaque semaine, on commence par la revue de presse, les unes de la presse. Et tout de suite, on va voir les couvertures des journaux de cette semaine. C'est parti avec notre technicien. Et on commence par, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a choisi. Est-ce qu'il a choisi une nouvelle semaine ou France-Antilles? L'hebdo de France-Antilles. Oui, qui paraît en France. Qui paraît, oui, ça s'appelle le FA Hexagone. C'est Claudia Belton qui est à la coordination. Alors, elle a fait un bon sujet. L'affaire Clodo s'invite à l'Assemblée nationale française en plein changement. Et l'affaire Clodo n'est pas encore résolue, bien sûr, puisqu'il y a même un film. Vous savez qu'il y a eu un film qui a été fait sur la République Mial et avec un journaliste français, Martine, qui est très connu. Et d'ailleurs, c'est un peu relancé puisque la famille réclame justice entre guillemets, réclame toujours rien, la vérité 4 ans après. Oui. Donc sa fille et son beau-fils, de temps en temps, on relance. Et effectivement, Claudia Belton a mis en une notre FA Hexagone, mais c'est un hebdomadaire sur Internet, l'affaire Clodo. France-Antilles est partout. Il est en France-Antilles. Bon, alors, il y a un petit encart sur Kassika. On en avait parlé la semaine dernière. On disait que Noël devait s'appeler Kassika en Guadeloupe parce que Kassika, il y a tous côtés. Il y a en France et en Guadeloupe, toute ville. Pas que il y a tous côtés, mais en cas penser comme Kassika, c'est quand même, j'ai envie de dire, comme Akiyo, c'est maman Masla. Kassika, c'est maman chanter Noël. C'est vrai, on dit que chanter Noël. Ils sont quand même, ils sont professionnels, ils sont réglo, ils sont bons. La musique, elle est bonne. Ils chantent des cantiques et ensuite l'évolution du cantique. J'avoue qu'ils étaient dans les jardins de France-Antilles hier soir, jeudi soir. Ça a cartonné. Et ça a cartonné. C'est-à-dire qu'ils ont un public qui les suit sur toutes les manifestations. Absolument. Ce soir, ils sont à Trois-Rivières. Il y a une dame de Gourbert qui était là hier soir et qui va à Trois-Rivières et qui va au Saint-Samedi, qui prend le bateau affrété. Donc, c'est vraiment une machine de guerre, une machine qui fonctionne. Et Benzo Kakembe bien même. Donc, ils étaient à Paris le 7. On revient justement dans notre FA Hexagone en 2 pages là-dessus. Et hier soir, et vous allez encore les retrouver dans notre journal. On continue la revue de presse. Prochain journal. Nouvelle étincelle, la dette de l'indépendance a plombé l'économie d'Haïti. Christian Céleste, la parole. C'est important parce que on parle beaucoup d'Haïti, assez souvent en noir. Il y a eu des gangs cette semaine encore qui ont tué des gens. Oui, il y a des problèmes en Haïti. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que la situation d'Haïti, et c'est le résultat quand même de l'oppression, du colonialisme, et surtout de la violence française qui a demandé aux Haïtiens qui se sont libérés par les armes, pas par la négociation, de payer leur libération. Pour leur libération. Oui. Et ça a coûté jusqu'à... Ça coûte toujours, d'ailleurs. Oui, des milliards de dollars à ce peuple. Donc Haïti n'a jamais eu l'opportunité de se développer.
après la France, il y a eu la couche portée par les Américains. 215. Comme toujours, les pays des États-Unis, d'Amérique latine et des Caraïbes, partout. Donc nous, on a voulu mettre cette question-là en avance parce que trop souvent, quand nous posons le problème de la libération ici, le problème de l'autonomie, de l'indépendance, depuis des décennies, on nous renvoie toujours à la face. Haïti. Est-ce que... Et on a instrumentalisé la question de telle façon qu'on a fait entrer dans le cerveau des Guadeloupéens, depuis tout jeune, que l'indépendance c'est Haïti. Parce que Haïti c'est la misère, l'indépendance c'est la misère, etc. Donc nous, on essaie de détricoter cette infamie. Et voilà pourquoi on a mis ça en premier titre, parce que c'était aussi dans le cadre de la fête de la libération. Nouvelle semaine maintenant. Dans le boucantage médiatique, alors après nouvelle liste à nouvelle semaine, on l'a reçu, j'espère, alors aussi, il n'est pas à l'antenne. Ah ben, non, alors France Antilles, ah ben oui, France Antilles, Guadeloupe, oui. Alors on est des objets saisis aux criminels vendus aux anciens. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oui, c'est-à-dire que les objets qui passent, enfin, les personnes qui passent en correctionnel ou aux assises, eh ben, leurs objets sont, pendant une période donnée, ils sont saisis et là, ils sont vendus aux enchères. Et c'est aujourd'hui, ce matin... que s'ouvre justement cette vente aux enchères au niveau à l'hôtel Arawak. Oui. D'accord, on va le faire en direct. Bien, alors, nouvelle semaine, alors je te laisse présenter, puisqu'on n'a pas eu le... Bon, mais sans parodie, cette semaine, on traite du désordre politique, parce qu'on a eu, tous ces jours derniers, on a vu qu'il y avait quelques escarmouches entre les deux exécutifs des assemblées principales, le conseil régional et le conseil départemental. Ça continue ça continue, il y a eu effectivement quelques nouveaux refroidissements, et en fait on s'est posé la question de l'évolution de la décentralisation, comment on peut en arriver là. Ça fait un moment que ça dure, où le fait d'avoir deux assemblées, même quand elles sont du même bord politique, on a toujours une situation un peu confuse qui dure depuis le début de la décentralisation. C'est pour ça qu'on dit que c'est le stade ultime de la décentralisation, puisqu'on a toujours deux structures, deux types de gouvernance qui n'arrivent jamais vraiment à s'entendre, et là on voit bien qu'à l'approche de période électorale, il y a de nouveaux dissensions. Et là il n'y a pas eu de congrès finalement. Il n'y a pas eu de congrès, mais ça dure depuis longtemps. On se souvient de l'époque Félix Poteau, qui avait été débarqué par son propre camp. Par Jalton à l'époque. Oui, et le profit de Michel Chevry. Voilà, tout à fait. Il y avait eu une drôle d'entente, mais même à l'époque où il y avait deux présidents du même bord, on l'a vu à l'époque où... Larifla et Poteau. Après il y avait Victor Lurel à un moment donné avec la période de Gilou, ça n'a pas toujours été facile. Et là, évidemment, c'est une situation aussi très confuse. On ne comprend pas pourquoi il y a un différent, puisque tout a l'air d'aller bien, on nous dit que tout va bien, et dans le même temps, on voit que dans la pratique, les choses sont très différentes. Soit c'est à cause du millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a effectivement pas de répartition de pouvoir, où on est arrivé au bout d'un système, parce que, comme eux-mêmes le disent, Guy Losbord est le premier à le dire, c'est-à-dire que c'est très difficile avec deux assemblées sur un territoire aussi petit. Alors, ce qu'on note aussi dans cet article-là, on a la place aussi des EPCI, notamment les communautés d'agglomération. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Est-ce qu'il faut revoir l'organisation? Parce que là aussi, on voit qu'il y a du pouvoir local qui émerge à l'intérieur même des collectivités. C'est un vrai problème. On a un millefeuille qui est extrêmement difficile à gérer. Et puis, il y a un autre dossier qui n'est pas lié, c'est celui de l'accidentologie que Georges Calixte il a essayé de décrypter tout ce qui se disait dans les rapports officiels, et on arrive à des choses assez terrifiantes sur le nombre d'examens. On est à combien de morts sur les routes? 50, ça y est. 50, on est pas tout à fait. L'année dernière, on était quoi? 38. Donc on est en augmentation. Alors il y a des chiffres inquiétants aussi, où 30% des personnes qui roulent ne sont pas en règle. C'est-à-dire on a 26% de gens sans permis, on a des gens qui ne sont pas sans assurance. Donc ce qui explique des fois des délais de fuite, c'est une situation extrêmement grave. Et puis je rappelle quand même, on a 246 000 véhicules qui utilisent à peu près 3 000 km de route. Or, les chemins communaux, bien. Ça veut dire que les transports publics ne sont pas suffisants. Ça veut dire que si on les mettait bout à bout, il n'y aurait pas moyen de les aligner sur le réseau actuel. Donc c'est quand même un vrai problème. Un exemple, si par exemple tu as Basté un dimanche à 19h, tu vas à la Pointe-à-Pitre, il n'y a aucun bus. Ah non, mais même en semaine, c'est très difficile. Parce que, et puis surtout les personnes qui habitent, parce qu'on a un mitage de l'habitat. Les gens habitent dans des sections, dans des endroits où passait parfois un bus à l'époque. Mais quand il n'y en a pas, vous avez un tas de personnes âgées qui sont complètement isolées parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer dans la journée, parce qu'elles n'ont pas de voiture, elles n'ont pas de permis. Or, on a une population vieillissante.
Donc ça pose problème. Et en plus de ça, on a une augmentation des phénomènes. Olivier, qu'est-ce que tu as retenu de la semaine, toi? Justement, ces 6 morts qu'il y a eu sur le réseau routier, c'est dramatique. Dont 3 jeunes, je crois. Dont 3 jeunes. 4 jeunes, finalement. On ne prend pas en compte tous les blessés parce qu'il y a des accidents qui causent des blessures graves qui doivent être prises en charge. Et c'est compliqué pour les personnes après de s'en sortir psychologiquement et physiquement. Et donc ça donne des choses, des drames qu'il faut gérer après. Bien, alors on va entrer dans le cœur du sujet puisqu'il y a un nouveau changement au MAC. Vous le savez, Isabelle Vestris a été élue présidente. Et l'autre présidente l'ancienne directrice que j'ai reçue hier, on me faisait un petit peu le bilan. Est-ce que pour vous, la saga du MAC, c'est fini cette fois-ci avec l'arrivée d'Isabelle? On s'est posé la question il y a quelques semaines entre nous, où on en était avec ce Memorial Act. Cette semaine, nous avons titré hier, est-ce qu'il y aurait une malédiction sur ce MAC? En tout cas, depuis le départ de M. Martial, je trouve qu'on parle beaucoup de ce MAC de façon négative. Aujourd'hui, on nomme une nouvelle directrice, Madame Vestris. En même temps, on annonce, enfin je ne sais pas si ça a fuité, un courrier du président qui dénonce Raphaël Lapin. La mauvaise gestion de la directrice par intérim. Qui est venue et qui a fait un dossier plateau. De 100 pages disant elle répond à toutes les questions. Elle répond à toutes les questions. Voilà, donc que se passe-t-il vraiment? Que cachent tous ces changements? J'en viens à me dire, est-ce que Mme Laurée Larinson n'avait pas raison sur certains points? Parce qu'à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, il y a un souci. Régulièrement. Il va nous répondre. Jacques peut nous donner des infos que nous n'avons pas. Je n'en ai pas plus que vous. Mais en tout cas, je confirme ce que dit Nathalie. C'est clair qu'on est obligé de se poser la question, est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que Laurée Larinson n'avait pas raison? Parce que quelque part, les problèmes du MAC sont structurels. Parce que à l'époque où M. Martial était directeur, c'était la Sainte Patrimoniale qui avait... Vous savez comment on appelait le MAC à l'époque? Airmac. Martial était en avion pratiquement tous les 15 jours. Donc on a un problème culturel parce que déjà c'est un établissement dédié à la mémoire. Logiquement, ça devrait être un lieu de recueillement, d'apaisement, etc. On l'a transformé en musée, en centre d'activité culturelle, il y a de tout. Je crois qu'à l'époque où Laurée Larinson est arrivée, elle a essayé de mettre de l'ordre. Ce qu'on ne comprend pas là, c'est qu'on a eu une directrice, c'est pas la première, on a eu une directrice par intérim, donc qui est un agent régional de la région, qui dit normalement un devoir de réserve. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a ce déballage-là. Même le président ne comprend pas très bien non plus pourquoi il déballe, puisqu'il était membre. Le président était président du conseil d'administration, il l'a passé à Raphaël. Tout à fait. Et Raphaël sort un document qui est pratiquement interne. Et alors que lui aussi était au conseil d'administration. Non, il n'est pas au conseil régional, lui. Non, mais il était au conseil d'administration, donc il était au courant. Donc ça veut dire qu'on soupçonne un déballage qui n'a rien à voir avec la gestion du MAC. C'est peut-être un peu dangereux. Moi, je crois que quelque part, c'est parce que c'est devenu une usine à gaz au bout d'un moment où on a laissé un peu dériver l'organisation aussi. Très, très certainement, tout le monde veut y mettre son grain de sel, alors que ce sont des missions extrêmement précises. À partir du moment où on passe au statut de PCC, établissement public de coopération culturelle, ça veut dire qu'on devient un organisme public où la personne qui dirige a tout pouvoir et pas le président en réalité. C'est un peu comme le port, c'est le directeur qui commande. Et donc il faut une certaine latitude. Mais si tout le monde s'en mêle et tout le monde veut faire quelque chose, on va pas en sortir. Je suis presque à me dire, est-ce qu'on ne nomme pas des femmes pour... il n'y a eu que des femmes finalement. Voilà, il y a eu que des femmes. Peut-être mon petit côté Gilda féministe. Gonfier, il y a Gilda Gonfier. Oui, je le crois. Voilà, vous le craignez? Parce que je me demande si on ne nomme pas des femmes parce qu'on pense qu'elles vont se taire et que c'est derrière que les... Martial n'était pas une femme. Une femme aussi, là. Non, après M. Martial et qu'on ait changé de statut. Je sens cette réflexion un peu ambiguë. Olivier, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la saga du MAC? Moi, je pense que sur les derniers
derniers épisodes. Alors, Raphaël Lapin, le président du conseil d'administration, affirme que ça a fuité, que c'était un document qui était... C'est une fuite organisée. Sans doute. Moi, je me pose la question de la... Je l'ai reçu, tout le monde l'a reçu. Et... La chronicité, vous avez une nouvelle directrice générale qui est nommée. Dans la foulée, il y a ce document qui sort. Toutes deux venant de la collectivité. Oui, c'est pas très régulier tout ça. Il y a une bagarre au Québec. On comprend pas très bien, mais enfin, ça a des rôles en politique. Semer la cisanie entre des agents régionaux, entre les gens, enfin, semer le doute alors que Mme Vestris arrive avec un projet pour dire qu'elle veut à nouveau rayonner, à nouveau que les Guadeloupéens s'emparent de... En tout cas, la directrice hier lui a souhaité bonne chance, lui a dit qu'elle souhaite qu'elle réussisse parce que c'est pas évident de diriger un MAC. Christian Céleste, le MAC. Saga continue, c'est... Le MAC, c'est pas fini, ça finira pas, ça. Il ne faut pas se faire d'illusions sur cette histoire. Et je veux d'abord dire, bon, c'est un sacré bâtiment, c'est une réalisation extraordinaire, hein, ça, du point de vue architectural. Mais il faut quand même comprendre ceci. L'idée du MAC, c'est une idée qui a transité, qui a une longue marge. C'est parti de notre idée de construire l'aéroport. On se souvient, pas de l'aéroport. La porte du retour, hein, à partant de l'idée de la porte de Goué. Oui. On est parti de là. On travaillait sur ce truc-là. Et puis, honnêtement, je ne sais pas comment, mais enfin, c'est comme ça ici. Ça a emprunté les voies de serpent. Et c'est arrivé au conseil régional. Et vous savez, c'est lui qui a pensé cette histoire-là. Oui. Mais pourquoi il l'a fait? D'abord, il faut le dire franchement, c'était aussi une question de laisser son nom dans l'histoire de la Guadeloupe. Et c'est une question de rapport perso. Mais j'ai dit dès le départ, moi, un tel édifice qui veut parler de la mémoire, on peut parler de la mémoire sectorielle ou sectorisée comme vous voulez, ou découpée. Il n'y a pas seulement une mémoire de l'esclavage, une mémoire noire en Guadeloupe. Et la construction de cet édifice a créé d'autres problèmes chez nous. Moi, je pense que si dès le départ on avait posé le problème sérieusement, en partant du pays réel, de son histoire, si on avait posé la question de l'esclavage des nègres, si on avait posé la question de la traite des Indiens qui sont venus après, eux aussi qui ont été victimes, pas de l'esclavage direct, mais enfin... Ils ont souffert quand même, ils ont beaucoup souffert. Bon, si on avait posé le problème des vieux blancs, qui sont venus avant, les déclassés, comme qu'on expédiait ici, hein, les hommes, les femmes... On les envoyait en punition. On les envoyait ici, dans le dépotoir. Oui. Mais tout ça a constitué au fil des siècles un peuple. Un peuple, c'est ça le truc. Nous ne sommes pas un peuple noir, ni un peuple blanc, ni un peuple indien. Nous sommes un peuple multiethnique, multiculturel. Moi, je voyais bien une affaire comme ça, avec des espaces montrant, symbolisant l'histoire de chaque communauté pour faire au peuple. Ça, c'est du point de vue politique. Maintenant, il est vrai que sur la gestion, c'est démesuré par rapport à nos moyens. C'était où ça, le pays Guadeloupe? Cette envie toujours de faire des choses démentielles pour copier l'autre, tu vois, pour rapporter ce que fait l'autre là-bas. C'est démesuré. On n'a pas, il faut dire les choses, franchement, les moyens. Parce que la maintenance du MAC coûte très cher. Très cher. Pardon? La maintenance du MAC coûte très cher. Bon, on est en gros entre 6 et 8 millions l'année. Donc dès le départ, le truc était truqué. Bon, alors on a fait du cinéma avec ça, tout le monde est content. Même l'autre président est tombé là, comment il s'appelle là? Il est venu là, il a fait une déclaration, il a parlé de... Le Hollande, là. De réparation de l'esclavage, patati patata. Il s'était trompé. Il y a 10 ans. Il s'était trompé il y a déjà 10 ans, parce que l'année prochaine, ça fera 10 ans. Il a été là-bas en Haïti. Ouais. Moi, j'ai oublié un truc sur Haïti. Mais je pensais à ces gens-là, des types comme là-bas en Hollande. Il a raconté un tas d'histoires là, devant nous, là. Je ne savais pas de quoi il parlait, en fait. Il part en Haïti pour l'engagement, il va en Haïti pour réparer, pour des réparations, etc. Et il arrive là-bas, il met une couche dessus. Il n'y a pas à réparer. Il trop pédale. Si on l'a réparé, c'est moralement, etc. Bon, c'est ce que je veux dire. Ce qu'on voit là, les dirigeants du MAC, les directeurs, parce qu'il y a deux, il y a les directeurs, il y a les présidents de l'administration.
Eh bien, ce n'est pas simplement une question de compétences des gens, hein, assez souvent, mais c'est le mode de fonctionnement de cette structure-là, qui est à la fois un établissement qui relève de la région, mais également pour sa programmation aussi du ministère de la Culture. Aussi. Et en réalité, Madame Rinson, je crois qu'on l'avait envoyé ici, c'est quelqu'un qui dépendait du ministère de la Culture. Il était détaché par le ministère. Il était détaché, parce que c'est quelque chose quand même qui demande, il y a un certain nombre de contraintes pour gérer cette affaire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas le casser, il est là. Mais je pense qu'il y a vraiment une nécessité de repenser les objectifs de ce match. Mais on le souhaite avec la nouvelle direction. On va la recevoir mardi et va nous expliquer. Alors, on va entrer dans le vif du sujet de la politique française, puisque ça y est, le nouveau Premier ministre français, son nom commence par B, je crois, c'est ça? Comme Biden. Comme Biden. Il s'appelle Bayrou. Il a été ministre de l'Éducation. Il a été ministre de la Justice pendant quelques semaines. Il a dû... Combien? 3 semaines. 3 semaines, il a un peu comme... Oui. Et il est encore mis en examen, vous savez, parce qu'il a un procès pour utilisation des fonds publics à Bruxelles. Ses assistants. Oui, ses assistants, 3 assistants. Et il avait fait appel, il croyait qu'il aurait été blanchi. Et le voilà qui a été choisi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le bon choix après près de 72 heures? Combien de jours? 4 jours maintenant? 5 jours? Non, tout ça, non, 2 jours. Non. 2 ou 3 jours, pas plus. Non, mais j'ai envie de vous dire, moi, c'est... sur la totalité, vous ouais. Oui. Ah, d'accord. Oui. Moi, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. En écoutant ce matin, en lisant quelques articles des journaux français, alors je te promets de ne pas la ramener, si toi tu promets de ne pas déclarer le 49.3 et si toi tu promets de ne pas faire ci, enfin, on est où exactement? Après... Qu'est-ce que M. Bayrou va faire en quelques jours, hein? Là, ils veulent... C'est un macroniste, hein? Oui, c'est un macroniste. En même temps, bon, ben voilà, il est au centre. Il est peut-être consensuel, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a choisi, on ne sait pas. Mais de toute façon, quel que soit, après Barnier, là maintenant c'est Bayrou, la France a les mains et les pieds liés, une dette incommensurable. Est-ce qu'en quelques jours, enfin, alors que tout s'est arrêté, c'est Macron, si je promets de ne pas dissoudre l'Assemblée, si toi tu promets de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, enfin, j'ai l'impression que depuis là, quelques temps... Moi, je pose la question, il va tenir combien de jours? Ou combien de mois? Il a intérêt à tenir 3 mois parce qu'après on paie sa retraite. Parce qu'il y a un gros problème. Il a un problème avec le Fonds le RN. Hein. C'est la question de l'immigration. Il n'est pas d'accord sur la question de l'immigration. Et le RN a déjà averti. S'il ne suit pas ce que propose la ligne rouge sur la question de l'immigration, encore on le retoque. Donc on ne fait que ça. Est-ce qu'on a pensé aux Français, aux agriculteurs qui se battent, à ceux qui se battent tous les jours contre la vie chère, aux petits, etc. Est-ce qu'on a pensé à la loi sur la sécurité sociale? On a pensé à tout ça? Non. On est là, on est des gros bonnets, on a de l'argent, on va payer leur retraite jusqu'à la fin de nos jours, mais par contre on ne pense pas aux gens qui se battent tous les jours. Jordan Bardella, ce matin, disait que pour le moment... François Bayrou ne dérangeait pas trop le Rassemblement national. Et il ne faut pas oublier que François Bayrou a soutenu la candidature à la présidentielle de Macron. Et lui a donné la signature pour le parrainage pour aller à la présidentielle et a soutenu Marine Le Pen lors de des réquisitoires du procureur. L'affaire des emplois du... Mais alors pourquoi Macron a-t-il choisi Bayrou à votre avis, Céleste? Pourquoi? Oui. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il est coincé. Il est au fond du gouffre. Macron, c'est un petit joueur. Oui. Et oui, et les petits joueurs finissent toujours sous la table. Non, il est là, le gars. Ouais. Non, mais c'est pas rigolo, parce que pour la France, c'est grave. La France, très grave même, très grave. C'est une puissance et qui compte dans le monde, etc. Arriver à cela, c'est dramatique. Parce que ce qui se passe là, c'est pas une question de nommer X, Y ou Z, ça ne peut pas tenir parce que Macron veut faire quelque chose d'extraordinaire. Il veut composer une majorité parlementaire qui relève de ce qu'on peut appeler de ces fantasmes. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, et c'est une bêtise, tout le monde reprend ça, qu'il n'y a pas de majorité. Personne n'a gagné. Il n'y a pas de gagnant. Oui.
Mais c'est une connerie de dire une chose pareille. S'il y avait un gagnant, le gagnant c'était le Front républicain. Oui. C'est le Front républicain qui a gagné au deuxième tour contre Marine Le Pen. C'est ce front-là qui a gagné les élections. Donc il y avait un gagnant. Maintenant, à l'intérieur du Front républicain, il y avait différentes forces, mais il y avait une force principale qui est sortie en tête. C'est le nouveau Front populaire. Mais c'est la loi de la démocratie. De choisir quelqu'un qui vient du nouveau Front populaire. Bien sûr, mais c'est ça. Mais sinon, il ne fallait pas dissoudre l'Assemblée, finalement. Pour éviter quoi? Pour éviter ça, parce qu'il n'en veut pas. Évidemment, c'est normal qu'il n'en veut pas. Pour éviter ça, il a dit qu'il n'y a pas de gagnant. Et il a construit 3 blocs. Il n'y a pas 3 blocs politiques en France. Et après, quand on a reversé son gars, là, le Bernier, et le mec, qu'est-ce qu'il sort? Ah non, c'est le Front anti-républicain aujourd'hui qui a battu Bernier. Alors c'est le Front républicain qui a gagné contre Marine Le Pen. Aujourd'hui c'est le Front anti-républicain, Marine Le Pen et le nouveau populaire. Non, je finis là. Oui. C'est pas la peine. Le gars doit partir. La seule solution... Il ne tiendra pas? Il va démissionner, le type. D'accord. Il est en train d'entraîner la France dans le néant. Qui va démissionner, Christian Céleste? Macron ou Bayrou? Macron, le Macron là, qui doit démissionner. C'est lui qui est responsable de tout ça, de cette pagaille. Et la saga dont on vient de parler. On y revient dans un instant. On prend la première pause. Et tout à l'heure, Calme va parler. Et puis je vais vous lire l'extrait du communiqué de Victorin Lurel sur Bayrou. A tout de suite, juste après la pause. Ah non, écoutez, il faut... Nous sommes de retour sur la deuxième partie et dernière partie du boucantage médiatique, le forum de la presse. On m'a dit un petit mot tout à l'heure sur les assises de la presse avec Christian, puisqu'il a... Alors je vous lis ce que dit Lurel. Premier ministre en 7 ans, 6e Premier ministre en 7 ans, dans son communiqué, M. Bayrou devra faire preuve d'écoute et initier une rupture. Alors il précise, pour ce faire, le Premier ministre et son ministre des Outre-mer devront nécessairement inverser la logique en œuvre depuis 2017 en recréant un ministère des Outre-mer de plein exercice et mettant à niveau ses crédits budgétaires, notamment en matière de logement, de continuité territoriale et d'aide aux investissements locaux, en étant attentif aux revendications des peuples respectueux et diligents à l'égard des élus locaux. Lurel qui dit ça. Est-ce que vous pensez qu'en France, en ce moment-là, on est en train de penser à nous? Regardez les soucis de la main. Non, mais enfin, bon, ceci dit, c'est un sénateur de l'Outre-mer, donc il donne... Oui, il donne son avis. C'est normal qu'il donne un avis. Ce qui est peut-être singulier, c'est le fait que, bon, c'est un socialiste avant tout, et il accueille avec beaucoup de bienveillance le nouveau Premier ministre, alors qu'il aurait pu s'en inquiéter. Dire, mais finalement, on n'a pas nommé un socialiste, ou en tout cas quelqu'un du nouveau Front populaire, comme le disait Christian tout à l'heure. Mais ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est qu'au fond, on voit bien que on change de gouvernement, on ne tient pas compte des résultats de la campagne, c'est pas très grave. Et puis les Français n'ont pas l'air tellement inquiétés. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit des grèves à n'en pas finir, une situation complètement... je sais pas, on aurait pu penser que ce serait la révolution, mais ça n'est pas du tout le cas. Tout le monde a l'air de se dire, mais un peu comme ici, il y a une défiance, on se dit les politiques font ce qu'ils veulent, le pays fonctionne. La preuve, on a vu que au fond, on avait prédit que la situation budgétaire aurait été très grave si on avait perdu le gouvernement. Et finalement, tout continue, tout marche bien. Mais il y aura quand même des conséquences plus tard. Hein. Peut-être, mais en attendant, les Français, tous les jours, ceux qui ne vont pas bien continuent à ne pas aller bien. Oui. Ceux qui vont bien, leurs affaires marchent toujours. Finalement, on se dit, bon, qu'est-ce que ça change, cette affaire de gouvernement? Ça a l'air d'un cinéma permanent. On le disait tout à l'heure avec justesse, ça a l'air d'un cinéma permanent. Alors, je pose quand même une question. Est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau Front populaire existe toujours? Alors c'est ça, mais l'objectif, non, mais l'objectif de l'État, c'est ça. L'objectif de Macron, c'est ça. Il existe quand même. Les socialistes n'en vont pas. Il existe. Oui. Il va continuer à exister. Il y a comme jusqu'en juillet. Pardon? Jusqu'en juillet au moins. Non, il a intérêt à exister après juillet. C'est fondamental pour la France. Il faut repenser la politique française. Et moi, dans le fond, oui. Le nouveau Front populaire qui a été créé pendant les élections, rapidement. Moi, je ne suis pas du nouveau Front populaire. Hein. Oui, bon, d'accord. Je ne suis pas du nouveau Front populaire, oui. Ça. Mais moi, je suis la politique.
ce qu'ils sont en train de faire, de travailler, c'est-à-dire qu'ils veulent construire un nouveau projet pour la France. Oui. Alors, ça graisse parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde dedans, ça c'est vrai. Notamment les socialistes, là, dans cette affaire de gouvernement, ils sont en train de... À l'intérieur même du Parti socialiste, il y a des divisions sur cette question. On voit bien la déclaration de notre député, sénateur Lurel, moi, ne cadre pas avec la déclaration que j'ai entendue ce matin du Parti socialiste. Absolument pas. Oui, c'est vrai. Il est là, il est à côté de la plaque. Ne cadre pas avec le communiqué publié ce matin par le secrétaire fédéral. Là. Tout à fait. Comment il s'appelle Olivier Nicolas. Oui, c'est un autre. Il y a plusieurs positions. Donc, regardez bien ce qui se passe. Ce que je viens d'entendre de Lurel n'est pas. Oui, il est bien candidat à la poste de Premier ministre. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'il allait vous dire. En fait, c'est ça qu'il nous recherche. Ou alors il s'entend avec Béraud. C'est ça qui menace le nouveau populaire. Même les insoumis, ils vont rester, évidemment, et c'est la bonne guerre politique. La droite et l'extrême droite veulent absolument dézinguer le front. Parce que, quoi qu'on dise, l'ossature, la force principale du nouveau Front populaire, c'est LFI. Bien sûr. Quoi qu'on dise du chef de LFI, Mélenchon, c'est un homme politique français avec tous les défauts des hommes politiques français. Mais quand même, il a une ligne, il a une ligne de conduite, il a une logique, il a un objectif. Bon, qu'il veuille être président de la République française, c'est son ambition. Pour cette direction, c'est évident. Mais, je parle du point de vue politique, du point de vue idéologique, le gars, il tient la route. Donc, en France, aujourd'hui, c'est l'adversaire essentiel et principal des puissances financières, du monde de l'argent. Il faut dézinguer le gars. Alors, donc, ça joue, le nouveau populaire balance dans ces histoires-là. Mais j'espère, même le PCF, je ne suis pas tout à fait d'accord, des fois, ils sont aussi des fois à côté de la barre, là, et des fois, mais ils ont besoin du LFI, tous ces gens. Ils veulent exister. Oui, sinon, ils ont... C'est pourquoi on dit qu'ils vont tenir jusqu'aux législatives. Parce qu'ils iront plus loin, j'espère en tout cas qu'ils iront plus loin. Mais il faut finir. Ce que Lurel dit là, demande à ce qu'on mette un ministère des Outre-mer. Un vrai ministère. Un vrai ministère. Qu'est-ce que ça peut changer pour nous, un vrai ministère des Outre-mer? Il demande qu'on mette plus d'argent. Oh, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils mettent de l'argent, parce que pour ceux qui ont payé, en 4 siècles, il faut bien qu'ils nous retournent quelque chose. C'est pas le cas. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est pas question d'argent simplement, même s'ils mettent beaucoup d'argent. Si tu n'as pas de projet pour le pays, si tu n'as pas une ambition de développer le pays... Et pas de pouvoir l'argent va sur place. Il faut, pas de pouvoir décisionnel sur place. Si on n'a pas de pouvoir décisionnel non plus, à quoi ça sert? Oui, mais bien sûr, on n'a pas de pouvoir décisionnel. On met de l'argent qui va organiser le financement, etc. ici. C'est le préfet qui... En dernière analyse, c'est lui qui détermine. Ça passe ou ça ne passe pas. Voilà où on va. Et donc, ce que Lurel, il ne comprend pas jusqu'à maintenant qu'il faut une rupture avec le système tel qu'il fonctionne. Non, mais il manœuvre. Il veut être ministre de toute manière, c'est évident. C'est pas possible. Donc, moi, et alors, je finis là. Un type comme, j'ai dit là, le petit joueur là, le Macron, il a apporté une réponse, moi, que j'approuve. Parlant de la vie chère, qu'est-ce qu'il dit? Il est clair. La vie chère, c'est la question d'une économie de rente. Ça. La vie chère, c'est une question que l'administration, bon, lui, il se défend, a surfinancé cette situation. Et le mec termine en disant, la solution ne peut venir que de vous. Oui. Alors, je rappelle... C'est la politique, ça. Il a dit. C'est-à-dire que c'est le pouvoir. Alors, les socialistes guadeloupéens de Olivier Nicolas disent que les socialistes déplorent le nouveau refus du président de nommer un Premier ministre de gauche et il dit, les socialistes indiquent qu'ils ne participeront pas à son gouvernement, ils demeureront dans l'opposition. C'est pas la position de lui, elle est la visiblement. Mais c'est sans sauter des autres. Oui. Alors, on passe à... On voit Olivier Nicolas. Il faut vérifier qu'il est à jour de ses cotisations. Voilà. Il a pris une position qui est un petit peu particulière. On dirait que Olivier Nicolas était sous la coupe de Lurel. On a l'impression cette fois-ci là. Il a pris son indépendance. Il y a un truc qui va pas. J'ai eu la chance ce matin, je suis tombé sur ça, sur la déclaration des socialistes français. Et un moment après, sur la déclaration d'Olivier Nicolas. J'ai dit, bon, c'est très bien. On les socialistes. Il progresse Nicolas. Et
et Lurel pour ce truc-là. Il ira au régional. Bien, notre sujet politique, très rapidement, on va regarder, c'est l'affaire Pancrel. Est-ce que Pancrel est noyé définitivement? En tout cas, on cherche à le noyer. Hein. Il va y arriver. Parce qu'il a eu 5 ans d'un côté et on lui propose encore. Oui, mais là, la décision est mise en délibéré au 19 janvier. Donc, pour l'instant, pour l'instant, on ne sait pas encore. Pour l'instant, non, mais depuis la dernière fois déjà. Depuis la dernière. Il a du cumul en attente, en tout cas. Oui. Mais il va s'en sortir. On est dans le couloir. Non, je pense que de toute façon, il est dans une situation compliquée pour qu'on le sorte du paysage politique, tout simplement. Hein. Maintenant, professionnellement ou par ailleurs, dans d'autres choses, il peut s'en sortir, mais je pense qu'on veut, politiquement, ça va être très difficile pour lui de revenir. On a vu des gens renaître de leurs cendres. Hein. Mais, en tout cas, il lui faudra du temps. Jamais, mais il lui faudra du temps parce que là, je pense qu'il a pris, il a subi quand même un assaut assez... Ouais. Deux affaires, oui. On me dit qu'il y a une troisième affaire derrière. Une autre affaire. Oui, une autre affaire, plus délicate. Oh, vous savez, j'étais en train justement de feuilleter depuis janvier 2024 l'actualité pour faire la rétro début 2025. Et certains hommes politiques ont subi bien plus que ça. Feu Cédric Cornet, je veux dire, une fois qu'un homme politique est acharné et déterminé, il peut renaître de ses cendres, on l'entend. Il y a aussi l'affaire Chalus, qui n'est pas encore réglée, c'est en janvier, je crois, c'est ça. Ouais. Moi, je ne parle pas d'homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'il a une idéologie, il a une vision de la société. Là, c'est un il politicien. est engagé pour construire. Alors nous avons affaire à des politiciens, c'est-à-dire des gens qui font leurs affaires dans la politique. Ils deviennent élus parce qu'ils pensent que derrière là, il y a des choses, il y a une vie, quoi, il y a des possibilités, il y a des opportunités, le pouvoir, d'autres choses. Donc, ce sont les politiciens. Les politiciens ont pris le pouvoir en Guadeloupe depuis, il faut penser, depuis les années 92. C'est conséquence de la décentralisation. La décentralisation, tu en parlais? Oui. Moi, je pense que ce qu'elle a apporté à la Guadeloupe, c'est l'émergence de politiciens. C'est-à-dire des gens qui font de la politique pour vivre, pour faire des opérations, pour ce truc, etc. Mais qui ne sont pas venus là parce qu'ils sont venus parce qu'ils ont un projet pour le pays. On a dézingué Poto. Parce que Poto est arrivé et président, alors qu'on ne l'attendait pas. Mais le mec, il est arrivé avec un projet pays. Il avait une vision. Avec un projet Guadeloupe. Il avait une vision Guadeloupe. Mais on l'a dézingué. Les politiciens, ses amis, hein, socialistes, CUS, tout le Bauza, et PPDG, tout le groupe là. Hein, et ils ont dézingué le gars. Et après, regardez bien l'histoire politique. Depuis là, il n'y a plus rien dans ce pays. Rien ne tient. On fait des coups, on ajoute, on raccole des bouts, mais on n'arrive pas à construire quelque chose. On n'arrive pas à porter des projets. Moi, je voudrais bien qu'on me dise, depuis la disparition de Poto, quel est le projet sérieux qui a émergé du pays, que ce soit économique et culturel, etc. Ah, le MAC. Ouais, voilà. Est-ce que Lucette Michaud-Chevry, elle a juste surfé sur la vague Proto? Qui? Lucette Michaud-Chevry. Mais absolument, elle n'a rien fait. Mais Lucette, moi, j'ai pas passé. C'était une opposante politique. Mais enfin, j'ai souvent parlé avec Lucette. Et Lucette n'a rien fait concrètement. Et lui, en termes de stratégie de développement, de construction, c'était une politicienne. Aussi. Elle gérait l'existant. Et surtout, elle gérait l'existant des gens. Oui. L'existant des gens, oui, elle était forte. Et moi, j'ai fait un papier sur elle, pas un papier, un dossier sur elle, où j'avais développé l'idée de la nouvelle façon de frauder. Parce qu'elle avait inventé quelque chose de formidable pour organiser la fraude électorale, au moment où elle était puissante. Et bon, un de ses oeuvres est rentré dans les cachots. Et elle a échappé parce qu'elle va échapper, elle a toujours échappé à ce truc. Donc, ce que je veux dire. Ça veut dire qu'après Poto, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas de femme politique. Elle a surfé sur la vague Poto. Oui, absolument. Oui. Sur tout le texte. Lurel est venu après Chevry. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a tenté, comme toujours, parce qu'il a cette manie d'être quelqu'un, un connaissant ou un sachant, comme vous dites, c'est-à-dire un sachant. Oui. Là, intellectuellement, il pense que il est gratuit.
Et il a passé son temps à corriger les bêtises de Chevry sur le plan financier, sur le plan administratif. Il a passé beaucoup de temps dans cette histoire-là. Bon, il voulait réorganiser un petit peu. Il voulait réorganiser un peu la région, c'est ça? Avec quoi? Bon, je ne sais pas. Ouais. Ce qu'il a laissé, je vous ai dit, concrètement, il a laissé le map avec sa saga. Non, mais non, pour être sérieux, l'affaire Pancrel, c'est mauvais pour le pays, pour la démocratie. Surtout venant d'un avocat. Pour les jeunes qui veulent s'engager pour faire quelque chose. C'est mauvais de voir que parce qu'il est jeune dans ce domaine-là. Ce n'est pas un politique qui a des années derrière lui. C'est pas un dinosaure, il n'est pas encore dinosaure. Et qui vient d'une famille aussi politique. Enfin, je veux dire, des fois, on vient, les parents étaient là, on a été entouré d'associations. Dans ce marécage. Je ne crois pas qu'il va se relever. Espérons pour lui. Pour l'instant, c'est mal parti. Alors, il nous reste quelques minutes, mais Christian, je voudrais qu'on dise 2 petits mots, ainsi que d'Ancal. On va commencer par France Antilles. L'état de la presse en Guadeloupe, la presse écrite, la presse papier. Quel est l'état de la presse aujourd'hui? Comment ça vit le journal? Puisqu'on avait lancé les assises de la presse, on ne les a pas faites, mais la situation n'a pas changé pour la presse. Non, parce que l'état de la presse, l'état du livre en général, puisque de toute façon les gens lisent de moins en moins. Les réseaux sociaux prennent le pas. Vous avez des citizen journalistes, comme on les appelle, une fois qu'ils ont fait une photo sur un événement et qu'ils ont dit 2 phrases sans vérifier l'information, c'est ce que les gens reçoivent sur leur portable, ce déversement d'informations par tout le monde et non contrôlé. Donc nous, évidemment, quand on met du temps à sortir une information particulièrement sur le papier, on est en retard, on ne connaît rien, on n'a pas, on n'est plus dans le coup. Alors que non. Et aussi depuis l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, des chaînes aussi info qui passent en continu, des notifications que vous recevez toute la journée. Oui, il faut qu'on se réengage, qu'on se redéfinisse. Donc, à côté de cela, bien sûr, on a monté un site internet, on a des réseaux sociaux aussi, on fait des vidéos, alors que notre cœur de métier, c'est d'être journaliste de presse écrite. Souvent, je dis ça aux gens, mais on est obligé de s'adapter et de montrer des images, parce que les gens ont besoin d'images aujourd'hui, ils ont besoin de vidéos, de voir ce qui se passe au moment où cela se passe. Alors que le journal papier, lorsque vous avez une information ou un fait, on revient le lendemain. Donc, il faut évidemment aller plus loin et avoir des dossiers et plus loin que la radio ou la télé qui vont tout de suite sortir l'information. Donc c'est vrai que nous avions décidé, mais vous avez vu, par nos métiers, par l'actualité qui ne s'arrête jamais depuis la sortie de la Covid, on a du mal, on vit au jour le jour, on se bat au jour le jour, on lutte au jour le jour, on a de moins en moins de journalistes qui apprécient la presse écrite, donc on est peu nombreux à se battre pour sortir justement ce journal tous les jours. Je parle pour France Antilles et le travail qu'il fait mais pareil pour les hebdos, particulièrement aussi par des journaux qui sont engagés, dits engagés. Donc c'est vrai que la presse écrite a du mal à survivre, à vivre. Donc on survit, mais on tient encore le coup. Jacques. Je pense que je confirme ce que disait Nathalie sur l'état de la presse en général, mais qui est valable aussi pour l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'on a une désaffection, pour moi, qui est, je l'espère, provisoire, qui va durer peut-être quelques temps, où on va croire que tout le monde peut diffuser, tout le monde peut parler, parce que c'est ce qui se passe actuellement. TikTok devient un gros média, parce que tout le monde parle, WhatsApp aussi. Les gens pensent qu'ils peuvent s'informer comme ça, en oubliant qu'une information qui est vérifiée, qui est sourcée, parce que je crois qu'il faudra rappeler le rôle des journalistes, nos métiers, à quoi on sert, exactement comme vous allez voir un avocat. Vous pouvez toujours prendre le code et aller vous-même au tribunal, mais vous avez besoin d'un avocat pour le faire, vous avez besoin qu'il dissèque l'affaire, vous avez besoin qu'il regarde mon texte. Donc nous, on a un travail qu'on fait, je pense qu'il faudra l'expliquer de plus en plus aux gens pour qu'ils voient que c'est important que des personnes analysent, disent des choses factuelles, vérifient les informations et que ça soit sous les supports. Alors la deuxième difficulté qu'on a, nous qui sommes en papier, c'est qu'il y a le problème physique, c'est-à-dire que le papier coûte de plus en plus cher, les personnes sont de plus en plus en ligne, donc c'est clair que nous aussi on doit évoluer, certainement
on fera peut-être de moins en moins de papier, on ira un peu plus vers le numérique, mais c'est la notion de journalisme, ce que vous faites tous les jours, c'est important parce que les gens vont regarder ZCL, parce qu'ils se disent, mais tiens, mais on va savoir si réellement c'est vrai ce qui s'est passé, etc. Donc je crois qu'il y a cette affaire de contrôle qui est importante. Moi j'ai bon espoir que les personnes vont revenir à l'information si on défend nos métiers. Par contre, c'est vrai que nous aussi, journalistes, on ne doit pas tomber dans le piège, parce que le simple fait que ça soit possible que tout le monde fasse comme il peut, on peut se dire que ça suffit. Non, il faut continuer ce travail de recherche, ce travail pour aller vérifier, pour sourcer. C'est ça qui ne doit pas disparaître. Mais en même temps, quand tu vois l'intelligence artificielle et les jeunes journalistes dans les écoles de journalisme, ils ont aussi cette matière et voilà, ils testent cette intelligence pour faire leur papier. Je me dis, je ne sais pas, hein, Jacques. Oui, hein. Mais alors, il y a aussi, mais c'est très important. On dit que tous les 6 mois, par exemple, on multiplie par 10 la consommation d'électricité pour alimenter les data centers. Tous ces endroits, on stocke de l'information que tout le monde prend. Mais ils ont besoin d'informations locales parce que ces algorithmes récupèrent des informations localement là où il y en a. Donc si nous ne faisons pas de travail sur le terrain, il n'y en aura pas. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à en faire. Alors il y a évidemment un problème économique parce qu'il faut pouvoir en vivre. Il faut faire vivre le journal, le vendre. Voilà, on est surtout dans un changement de modèle économique. Alors juste un petit bémol aussi à propos du livre. Alors le livre marche toujours. Les gens continuent à lire du livre. Il y a un salon du livre en ce moment. Voilà, les gens continuent à lire du livre. Et ça, c'est une très belle chose quand même, parce que quand bien même les journaux, les périodiques perdent forcément du terrain, mais pas le livre. Je voulais dire, juste avant de donner la parole à Christian Céleste, j'ai remarqué que le dernier sondage Médiamétrie, les gens écoutent de moins en moins la radio. Oui, c'est la radio ou la télévision, peu importe la société. En fait, les gens ont une durée d'écoute qui a baissé considérablement. Qui baisse considérablement. Mais même pour RCI. Tout le monde. Mais la radio marche toujours quand même bien par rapport aux médias. Oui. Mais pour écouter de la musique. Oui, voilà, exactement. Pour rebondir, il y a un adage qui dit que le pouvoir appartient à ceux qui savent. Et les milliardaires s'unissent pour racheter des écoles de journalisme, s'unissent pour acheter des journaux, rachètent des médias. Ce n'est pas pour rien. C'est ceux qui ne lisent pas, ceux qui ne font pas l'effort de s'informer seront, à mon avis, toujours manipulables, et ceux qui font l'effort auront un avantage. Alors, Christian Céleste, c'est le dernier mot, puis on va terminer avec vous. Vous avez lancé un appel pour les assises de la presse. Pour l'instant, ces assises ne sont pas assises, elles sont aussi debout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Je vais vous inviter aussi pour dire 2 petits mots là-dessus. Est-ce qu'il faut relancer cette opération? Christian Céleste ne sait pas dire 2 petits mots. C'est pas arrivé à dire 2 petits mots, il reste 2 minutes. Parce que, à quoi vous parlerez, je crois maintenant qu'il faut agir sur les choses. Alors, d'abord, cet appel, à mon avis, est toujours d'actualité. Première chose que nous devons nous mettre en tête. Après cet appel que nous avons lancé il y a 2 ans, janvier 2023, je crois, c'est ça. En France, il y a eu plusieurs assises de la presse. C'est-à-dire même l'État, le pouvoir, a organisé une sorte de truc national de la presse. Parce qu'effectivement, il y a un problème réel que nous avons perçu ici, que nous avons posé la question des assises, qu'il y a un problème. Avec la volonté de nous réorganiser, de nous rassembler pour offrir à nos compatriotes une presse responsable qui joue son rôle. Et puis aussi pour nous protéger quelque part, parce qu'on a l'impression que les journalistes aussi, on est attaqués. Donc pour rappeler, tout ça. Assez souvent, on pense que les journalistes, ce sont des gens qui sont dans toutes sortes de manœuvres et ils sont corrompus, on les achète, on peut les payer pour donner telle ou telle information. Donc, on avait aussi cette volonté-là de dire que non, nous faisons un travail, et j'allais dire qu'il y a un travail d'utilité sociale. C'est-à-dire que notre job à nous, c'est de non seulement d'informer, mais d'informer vrai, de dire la vérité. Parce que ce n'est pas de faire de l'information virtuelle, de raconter des histoires, mais de donner aux gens les éléments, les clés de compréhension d'un problème, d'un événement. Et d'analyse. Et d'analyse, pour ceux qui font comme nous, qui sommes engagés, il y a toujours l'analyse derrière nos écrits. Donc, nous, les assises, on est quoi? Il y a eu des problèmes parce que nous sommes tous pris dans des... Et c'est vrai, pour faire vivre nos journaux, c'est pas évident. C'est un combat au quotidien. Et pour les petits, pour ceux qui n'ont pas de capitaux,
Et bon, effectivement, chez nous en Guadeloupe, la presse surtout écrite, ils ne sont pas encore sous la coupe des capitalistes. Quand même, le nouvel étincelle a fêté 50e anniversaire, quand même. Ça a été si, on l'a fait, on a fait des efforts qui ont des fois dépassé nos moyens, parce que nous sommes des gens qui... Vous n'êtes pas des capitalistes. Vous n'êtes pas des capitalistes. Voilà. Mais on l'a fait. Mais on l'a fait aussi en disant que c'était un moyen de montrer à nos confrères qu'on peut faire quelque chose. On peut. Et je suis là très content parce que nous avons organisé une petite rencontre de la presse. Eh bien, il y a des confrères qui sont venus. Il y avait Nathalie, il y avait Jacques, il y avait Combat Ouvrier aussi, c'est la presse. Il y avait encore d'autres là. Et pendant au moins 2 heures, on a échangé sur la presse. Nous avons quand même rassemblé, et je dois vous le dire parce que nous on a enregistré ça. J'ai envie de dire, on fait partie presque des vieux briscards, alors qu'on manque justement de cette jeunesse qui soit engagée et rafraîchissante. Alors, on a discuté plusieurs fois, il faut trouver la bonne méthode pour reprendre les assises. On était parti sur un projet. Comme toujours, nous sommes des Guadeloupéens, nous sommes toujours dans des grands projets, nous sommes dans des grands trucs. Projet pharaonique. Et il nous faut repenser notre projet des assises. Il faut quand même l'adapter, le ramener à un niveau, à mon avis, plus près des gens. Et peut-être, au lieu de penser à une manifestation éclatante, penser à des différentes rencontres dans le pays, machin. Parce que l'objectif, c'est pas seulement nous, c'est aussi de ramener les Guadeloupéens la presse, à l'écoute des radios, à la lecture des journaux. Voilà. Eh bien, on vous fait confiance. En tout cas, merci d'être venu. La semaine prochaine, ce sera un round sur l'année 2024, autour de Nouvelle Semaine qui va sortir son numéro spécial. On parlera de ce que Nathalie... Non, moi, c'est début janvier, mon numéro spécial. Tu pourras rappeler. C'est vendredi prochain quand même, une dernière fois. On verra, on vit au jour le jour. On sera là aussi. Ben, je verrai comme c'est pareil. Parce que on fait un round sur l'année 2024. Oui, vendredi prochain déjà, 2024. Oui. Pas trop bonheur, alors. C'est qui date? Mais non, c'est le 20. On est le 20. Non, je trouve que c'est trop tôt. On aurait dû... Non, dans 2 semaines, Danick. Parce qu'après, on va tomber justement le vendredi. C'est qu'on janvier. C'est janvier. Parce qu'après, le vendredi d'après, c'est le 27. À moins que tu aies une semaine de vacances et... Je suis en vacances, moi aussi. Il n'y a pas l'émission. Fais ça en janvier. Ça nous donnera le temps de... Bon, ben ok. Bon, en tout cas, merci d'être venu. C'est intéressant. On a eu de beaux échanges. On devait parler du carnaval, mais on ne peut pas de ça une autre fois. Vendredi prochain. Et on n'a pas parlé de Damas, mais enfin bon, ce qui se passe en Syrie, c'est très important. Voir un peu la vision que les gens des islamistes, tantôt il faut les jeter, là tout le monde les acclame, c'est assez bizarre. C'est un beau sujet. C'est un beau sujet. On en parlera vendredi prochain. C'est un beau sujet. Un beau sujet. Merci en tout cas. Voilà, il est 13h33. Merci de nous avoir invités. Le ZCL News continue. On va recevoir tout à l'heure Marilyn Ferdi, Manik Cité Kakliao, et on va parler de l'eau avec Sabrina Kajoubia tout de suite. Merci d'être venu encore et restez avec nous parce que nous sommes bâtis. Nous sommes revenus avec vous dans la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir dans l'ordre Mme Marilyn Ferdi-Richaud, ensuite Sabrina Jacouli, c'est bien ça, qui va nous parler de l'eau. Et on va finir avec Manik Siteka, en toute beauté, l'audio-look. Alors, c'est parti tout de suite pour le JCL, le Zoom Campus, 2 minutes 35. Aujourd'hui, ce sont les industries culturelles et créatives. Alors, on va mettre l'accent. Alors, on va beaucoup traiter de ce thème. On va le décliner dans des métiers. On va le décliner aussi en termes de formation. Et on va mettre l'accent aussi sur un projet que nous avons. Donc, au fur et à mesure, donc restez à l'écoute des différents Zooms. Cette thématique va être longtemps traitée comme celle de l'intelligence artificielle que l'on traite régulièrement le lundi. Alors, au niveau des industries culturelles et créatives, on va prendre une autre approche, puisqu'il y a beaucoup de discussions à ce niveau. C'est le terme à la mode, mais alors il faut savoir que cette terminologie est apparue
aux alentours des années 1947. Et c'était une analyse critique, donc tout ce qui est standardisation, donc ça concernait essentiellement la télévision et le cinéma. Oui. Donc, petite devinette, vous savez quel a été l'un des premiers pays à parler des industries culturelles et créatives? Les États-Unis. En 1947, les États-Unis. Pourquoi? D'où la télévision et le cinéma. Mais il faut savoir qu'il a fallu attendre 1970 pour que ce terme revienne. Pourquoi? On sait, refaisons un petit peu d'histoire, 1947. Après la Seconde Guerre mondiale, l'objectif c'est la reconstruction, plein emploi. Boum. 70, je ne sais pas si c'est un hasard, choc pétrolier, premier choc pétrolier. Et comme par hasard, on rebondit sur la culture. Et là, c'est un tournant dans les années 1970. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte à cette époque-là, donc le but c'était quoi? C'est de se dire que la culture peut être un levier de développement économique pour les territoires. Mais beaucoup de chercheurs, donc on a fait une veille, on a constaté que beaucoup de chercheurs, pas seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde, ont validé cette terminologie pour justifier du volume de dépenses qu'ils vont engager dans la culture. Oui. Et donc, ils utilisent cette terminologie d'industrie pour justifier du volume de dépenses dans la culture, mais de point de vue stratégique et sur une rentabilité économique. Vous savez combien que ça rapporte aux États-Unis, les industries culturelles? 214 milliards. Oui, mais après, ramenons les choses d'Annick sur un plan toute proportion gardée par rapport à l'Europe, par rapport à un pays comme la France. La France est en retard. Alors, il ne faut pas dire, là je ne suis pas d'accord, et là où je vous dis que je ne suis pas d'accord, il ne faut pas regarder sur un plan purement quantitatif, parce qu'on est sur deux proportions complètement différentes. Sur certains plans, la France est très en avance. À telle enseigne, excusez-moi, les JO, les Jeux Olympiques, une grande orientation sur la culture, ça a été un record mondial. Jamais, très récent, je peux finir, monsieur Zandroni, s'il vous plaît. Jamais les Jeux n'ont eu une telle audience. Pourquoi? La France, dans sa stratégie, a développé ce pourquoi, sur un plan, elle est le plus attractive, à savoir les industries culturelles et créatives. La France a du retard, notamment en matière de formation, notamment en matière de tout ce qui est recherche. C'est la raison pour laquelle, alors là on va faire une petite parenthèse, elle a mis l'industrie culturelle et créative comme étant une filière à développer et avec des financements via France 2030. Voilà. Alors revenons. On a pour l'instant deux dates. 1947, c'est là qu'apparaît la première fois le mot industrie culturelle et créative. 1970, comme par hasard, choc pétrolier, on parle de l'industrie culturelle et créative, mais plutôt comme un levier en termes de développement économique, de stratégie, et les collectivités s'en emparent avec un investissement important dans les industries culturelles et créatives, mais les chercheurs disent aussi qu'ils ont accepté cette terminologie pour justifier le volume de financement qui est dédié. Ensuite, c'est autour de qui? C'est autour de l'UNESCO. Dans les années 90, dans les années 90, avant, l'UNESCO définit l'industrie culturelle et créative. Donc, ils disent que c'est toute industrie qui a pour origine la créativité individuelle, l'habileté et le talent, et qui a le potentiel de produire de la richesse, de l'emploi à travers la création et l'exploitation de la propriété intellectuelle. Donc, on voit bien la dimension économique, puisqu'on parle aussi d'insertion, on parle aussi d'emploi. L'UNESCO, à nouveau, en 2009, affine sa définition et propose une définition globale que beaucoup de pays ont adoptée, à savoir qu'ils disent que, comme tous les autres secteurs d'activité ayant pour objet principal la création, donc pour eux, c'est tous les secteurs qui ont la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens et de services, activités qui ont un contenu culturel, artistique et ou patrimonial. Alors concrètement, quelles sont les activités, rapidement? Alors en France, il en est d'infini 10. Alors je ne sais pas si on peut voir, j'aimerais bien qu'on voit à l'écran le petit flyer, voilà. Donc alors, voilà ce qu'on trouvait plus généralement, la publicité. Alors on va dire plus globalement l'audiovisuel et le cinéma, puisqu'on dit que c'est les premiers secteurs des ICC. Ensuite, on a le patrimoine, la mode, l'architecture, comparativement à ce que le journalisme aussi. Les médias.
Mais c'est l'audiovisuel, les médias. Oui, mais les journalistes, non, on est parti. Je vous l'accorde. Il y a les médias mainstream, il y a les médias je vous l'accorde. Y compris, alors moi, je ne vous considère pas comme média. Je n'aime pas ce mot alternatif parce qu'il y a une pluralité des médias et plus que jamais, on a besoin de cette pluralité. Donc, on voit s'afficher à l'écran les 10 secteurs qui touchent. Alors, il faut savoir, ce sont les 10 secteurs qui ont été recensés par la Banque d'investissement, donc la BPI, la Banque d'investissement, qui, par ce levier, finance les projets France 2030. Et donc, mais on peut aller au-delà. Il faut savoir, par exemple, l'art culinaire en fait partie. Et moi, ce que je vous invite, c'est à observer ce qui se passe à Marie-Galante, plus près de chez nous. Et je pense que Marie-Galante peut être un très beau laboratoire en matière de développement économique, comme donc la culture comme levier économique dans les ICC. Et bientôt, votre campus va changer de nom, il va s'appeler Campus ICC. Ça, je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Bon, voilà, merci Madame Ferdi. On passe tout de suite à Sabrina. On regarde son générique, je crois qu'elle a un générique déjà, oui. Non, pas encore. Bon, ça viendra. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? Eh bien, le 10 décembre, c'était la journée internationale des droits humains. Alors, je vous propose de parler du comité des droits de l'homme de l'ONU et de faire un retour sur l'examen de la France par ce comité qui a eu lieu au mois d'octobre. Oui. Vas-y. Ça te va? Oui, ça va. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est le Comité des droits de l'homme? C'est un organe de l'ONU qui est composé d'experts indépendants qui sont chargés de protéger en particulier parmi les droits humains ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Alors, par exemple, ça inclut la liberté d'expression, le droit à la vie, la non-discrimination ou encore le droit à l'autodétermination des peuples. Chaque État du monde membre de l'ONU est examiné par ce comité à peu près tous les 5 ans. Comme le Covid a retardé un peu les choses, pour nous, pour la France en tout cas, le dernier examen est intervenu en 2016. Déjà. Et qu'est-ce que ça apporte pour la Guadeloupe ? Alors déjà, peut-être je vous explique comment ça se passe un petit peu devant ce comité. Il y a 2 phases principales, une phase écrite et puis une phase orale. Donc dans la phase écrite, l'État qui est examiné doit soumettre un rapport au comité des droits de l'homme et puis les ONG aussi nationales ou internationales sont invitées à soumettre des rapports. C'est ce qu'a fait l'association que j'ai fondée qui s'appelle Cambered French West Indies et qui a vocation à protéger et promouvoir les droits humains dans nos territoires. Mais non seulement on a soumis un rapport à ce comité, on a aussi formé une coalition qu'on a appelée Tête Collée et avec une association réunionnaise. Et nous avons ainsi porté la voix de nos territoires devant ce comité. Cambered a été entendu 2 fois par le comité et on a assisté Guadeloupe, tous les pays colonisés à l'ONU. Est-ce que ces pays-là vont être rétablis dans les pays qui ont droit à l'autodétermination, comme tu disais tout à l'heure? Eh bien, si vous voulez, je vous propose en fait d'écouter tout simplement la position qui a été exprimée par la France pendant cet examen et puis la réponse du comité. On écoute, c'est parti. À vous. Monsieur Santos País, vous avez souhaité des compléments sur le statut des territoires non autonomes au sein de l'article 73 de la Charte et des résolutions de l'Assemblée générale. Compte tenu du scrutin d'autodétermination intervenu en 1958, les territoires d'outre-mer français ayant choisi le maintien dans la République lors de ce scrutin répondent à tous les critères internationaux posés par le droit. La France, par le référendum du 28 septembre 1958, a donc achevé le processus de décolonisation de ses anciennes colonies. Elle n'administre plus de territoire non autonome au sens de l'article 73 de la Charte et au sens de la résolution 1514. 3 notes très rapides sur les questions qui ont été fondées ce matin. La première sur les territoires d'outre-mer.
La seule chose que je pourrais dire, c'est quelle douche froide. Parce que j'espère que ce dialogue sera suivi en ligne par les organismes des Nations Unies, notamment le Comité 24 et l'Assemblée générale, qui auront certainement une vue tout à fait différente de celle qui nous a été présentée devant nous ce matin. Et je parie que les personnes qui habitent dans les territoires d'outre-mer, ayant écouté vos réponses, savent maintenant à quoi s'en tenir pour leur avenir. Voilà. La première personne, c'était qui? C'était une Française? La représentante de la France, oui, du ministère des Outre-mer. C'est l'expert Santos Paich, portugais, donc expert indépendant du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Alors, globalement, est-ce qu'on va être réinscrit ou pas? Alors la question, c'était de dire simplement que la France, elle considère que vis-à-vis des territoires non autonomes, elle n'a pas d'obligation au regard du droit international à permettre la décolonisation. Oui. Et le comité, ce qu'il est venu lui répondre, c'est que ce n'est pas la position des Nations Unies. Le droit à l'autodétermination des peuples relève de l'article 1er du Pacte international des droits civils et politiques, et les territoires non autonomes ont un droit en la matière et qui peut donc qui ouvre même des obligations à la France en la matière. Donc ça fait l'objet de recommandations écrites. C'est l'intérêt de ce type d'examen, c'est que ça permet ce dialogue-là, des recommandations qui sont basées sur le droit international, sur des traités qui ont une valeur supérieure à nos lois, et donc sur des recommandations qui peuvent être après utilement soulevées devant des juridictions nationales ou internationales. Oui, peut-être en fait, faut-il déjà connaître ces mécanismes, connaître ces recommandations, ces traités et les utiliser. Donc Kembe a son rôle. Entre autres, oui. Mais nous avons soulevé d'autres sujets, en fait, pendant cet examen, puis je finirai peut-être là-dessus. Oui. Quand même, parmi les autres sujets, déjà, un grand pas a été accompli pendant cet examen, parce qu'il faut savoir qu'initialement, nous étions absents de l'agenda, nous, les territoires. Nous étions absents du rapport de la France au Comité des droits de l'homme, et nous étions absents de la plupart des rapports qui étaient soumis par les ONG. Donc, Kembe Red est venu demander au Comité des droits de l'homme déjà qu'il y ait des questions systématiquement sur les territoires pour toutes les questions sur les droits de l'homme qu'il posait à la France. Et il l'a fait. La plupart du temps, il a posé des questions sur les territoires. Donc ça, c'était bien. Une des limites de l'exercice, c'est qu'ils se sont focalisés beaucoup sur le droit à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie, ce qui était nécessaire et important, et un peu sur les mineurs non accompagnés à Mayotte, mais pas vraiment sur les autres territoires et pas vraiment sur les autres sujets. Donc il y a encore du chemin à faire. Un élément vraiment intéressant quand même, c'est qu'un des principaux sujets qui était à l'étude, c'était celui des violences policières et du profilage racial. Oui. Ça, c'est un sujet pour lequel la France a été souvent épinglée par ce comité et d'autres branches des Nations Unies. Kembe Red a soulevé l'affaire Clodo. Elle n'a pas été mentionnée spécifiquement par le comité, mais il a posé des questions sur les violences policières et le profilage racial, pas seulement dans l'Hexagone. Pour une des premières fois, il a posé la question aussi de ces violences dans les territoires. Et donc ça signifie que, comme il a fait en plus des recommandations en la matière et qu'il a retenu ce sujet-là comme un sujet prioritaire d'examen dès 2027, le type d'affaires comme l'affaire Clodo pourrait être soulevé dans les prochaines années. Alors, je vous propose que Sabrina, dans une prochaine émission qui sera plus longue, de faire un véritable débat sur ces questions. Alors, on va faire venir d'autres personnes, les avocats peut-être, vous allez choisir 2 ou 3 personnes, de manière à ce qu'on élargisse un petit peu le débat et qu'on donne la parole, peut-être, parce que l'ANJ est très impliquée dans, vous savez, à l'ONU, ils sont souvent à l'ONU et même en Azerbaïdjan. Oui, d'autres branches, oui. Donc on va organiser un petit débat là-dessus, de manière à ce qu'il y ait un peu plus d'amplitude à cette question qui est très importante pour la voix. Merci en tout cas. Et il nous reste 10 minutes pour finir avec notre audiobook. Sister aujourd'hui, et en sachant que ça rentre dans les industries culturelles et créatives. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, justement, BPI Guadeloupe me disait que je suis passée, je sors du stade de l'artisanat pour plonger dans l'industrialisation. Tout à fait. Et je confirme. Oui.
Ça fait peur quand même. Oui, ça fait peur. Bah oui, c'est. Mais non, parce que tu touches une matière qui est culturelle, mais en même temps, tu as trouvé une façon de avancer le débat, de faire avancer les choses. Oui. Et je pense que c'est. Et avec une grande diffusion, avec Spotify, voilà, on rentre vraiment sur un grand domaine. Oui. Voilà. On passe le générique ou on y va? On passe le générique tout de suite. Générique de l'audiobook, s'il vous plaît. C'est parti. Au revoir Sabrina et à très bientôt. On reste en contact. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur son épaule. Bon, alors voilà, on parle aujourd'hui de... On parle aujourd'hui des fêtes de Noël, hein, des cadeaux. Et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. J'avais fait remarquer que nos livres, les livres de façon générale, le livre était plutôt genré. Et c'est vrai que de 2016 à 2020, l'étude que j'avais menée montrait que le livre était le 22e cadeau offert aux garçons. Tout à fait. Et le 3e aux filles. C'est-à-dire que même pour les filles, la place a changé. Parce qu'avant, il était en première place chez les filles. Parce qu'on a le sentiment qu'un garçon... ça doit jouer dehors, ça doit jouer au camion, mais pas de livre. Oui. Alors que la fille, elle est plus sage. Alors qu'il y a un salon du livre en ce moment pour la jeunesse. Exactement, il y a un salon du livre pour la jeunesse. J'y suis. Ah, d'accord. Justement, dès que j'ai fini, là, je cours parce qu'il y a une table ronde autour de la thématique que proposer à mon enfant quand il est dyslexique. Par exemple, voilà. Et je suis sur cette table ronde. Et c'est vrai que l'objectif, en tout cas, c'était d'alerter. Nous sommes en période de fête. Et c'est vrai que je voulais que nous puissions, en tout cas, amener cette chronique du jour pour alerter et dire aujourd'hui aux parents que, aujourd'hui, on a un salon du livre à Pointe-à-Pitre. N'hésitez pas à venir. Si chaque Guadeloupéen achète un livre... Oh là là, 380 000 boucs. Ah non, pourquoi tu deviens un millionnaire. Non, pas que moi. Ah, d'accord. Il y a des audiobooks, il y a des livres papier. Mais si aujourd'hui, on se dit que pour les fêtes de Noël, j'offre un livre, qu'il soit audio, e-book, papier, BD, manga. C'est un livre. Allez-y, n'hésitez pas. Parce qu'encore une fois, et pour le remarquer, lorsque je vais à des animations littéraires, ce sont toujours les mêmes. Mêmes personnes qu'on retrouve. Les mêmes personnes qu'on retrouve. Les mêmes lecteurs. Les mêmes lecteurs. Les mêmes audio-lecteurs aussi. Non, les audio-lecteurs changent. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que depuis quelques temps, ça sonne beaucoup du côté du Canada. J'ai énormément de commandes du côté du Canada. Donc, je sens que nos littératures, en cette période très froide, réchauffent les oreilles et permettent de se projeter dans un Noël féerique, sous les palmiers à la plage. Mais encore une fois, nous avons des populations qui lisent. Ces populations-là, elles lisent et elles avancent. Quand Didier est venu ici l'autre jour, il m'a dit que son salon... À Mandalo, oui, ça a fonctionné. Le salon du livre a bien fonctionné. Samedi dernier, il y avait un salon du livre à Marie-Galante aussi, qui a bien fonctionné. Alors, chaque éditeur fait son salon du livre, puisque la région n'a pas été capable de faire le salon du livre de la Guadeloupe, et c'est Pointe-à-Pitre qui a repris le... sinon, on peut arrêter l'émission là, il n'y a pas de souci. Ah non, je ne dis pas ça, non. Je dis... Enfin, tant mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même saluer le fait que Pointe-à-pitre ait été jusqu'au bout, parce qu'ils étaient normalement associés avec la région. Avec la région. Et ils ont quand même tenu à aller jusqu'au bout. C'est pas moins de plus de une dizaine d'éditeurs, une vingtaine d'auteurs venus de la Guadeloupe, d'Haïti, qui sont venus, qui sont là sur le territoire. On dira ce qu'on veut, mais aujourd'hui, en tout cas, Pointe-à-Pitre est en train de nous donner une belle leçon. Pointe-à-Pitre est en train de nous donner une belle leçon, parce que souvent décrié,
mais elle a été jusqu'au bout pour sa population, pour sa jeunesse. Madame Sarah est venue ici, elle nous a dit tout ce qu'elle a fait. C'est extraordinaire. Ah non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai pu passer hier. Alors, ce qui est intéressant aussi pour moi, et ça m'a permis aussi de voir comment la maison d'édition grandit, c'est-à-dire que là, la ville de Pointe-à-Pitre a décidé de gérer un bar à écoute. Donc, une voix, une histoire y est, sans que j'ai besoin d'y être. Tout à fait. Donc, c'est les responsables de la médiathèque Achille René Boisneuf qui ont pris à cœur ce bar. Et c'est vrai que je suis passée rapidement hier et j'entendais les enfants dire encore. Une maman qui m'a envoyé un message en me disant que son fils était passé sur le stand, qu'il n'a pas arrêté de parler de ça. Et c'est génial. C'est magnifique. On est en train de montrer déjà, à se montrer à nous-mêmes qu'on est capable d'organiser des choses excellentes. Et autour du livre, autour de la culture du livre. Alors, quels sont les derniers audiobooks qui sont sortis? Oh là là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Les images sont passées. Au moins 3. Alors, sur les fêtes de Noël, on a les 3J de Malik Duranty. On a également Confidence, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est Confidence en créole, en créole haïtien. Et là, les tout derniers, ce sont des contes du Sénégal. Puisqu'on a travaillé en coédition avec un éditeur du Sénégal pour pouvoir proposer des histoires d'Afrique. Donc l'objectif, c'était vraiment de proposer du chez nous et de l'ailleurs. Alors, je vois une question à poser. Le livre audio est une alternative au genre? Alors, justement, il casse le genre. C'est-à-dire que là où on penserait que ça ne concerne que les filles, du coup, filles et garçons, dedans. D'accord. Et ça casse vraiment. Je ne vais pas régler, en tout cas, je n'aime pas me positionner en disant que le livre audio va résoudre tous les problèmes. Mais ce que j'observe aujourd'hui, ça contribue. C'est-à-dire ce que j'observe aujourd'hui, c'est que filles comme garçons, ont la même approche. Je n'ai pas plus de femmes que d'hommes qui utilisent les livres audio. Au contraire, on est sur quelque chose autour du 53 filles, 53% femmes, 47% hommes. Les voix sont souvent des voix de femmes quand même. Les voix sont souvent des voix de femmes, mais j'ai de plus en plus de narrateurs hommes qui viennent vers moi. Après, c'est des voix qui me donnent envie de faire des livres particuliers. Bonjour, je viendrai. Oui, écoute. Alors, rappelle-nous sur le site internet que les parents peuvent trouver. Oui, tout à fait. C'est sur le site internet, donc unevoixunehistoire.com, que les parents peuvent trouver les différentes offres. Mais n'hésitez pas à venir sur le salon du livre de Pointe-à-Pitre. On aura aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 22h. Il n'y a pas d'excuse. Il y a même une librairie éphémère. Une librairie éphémère. Tous les éditeurs sont là. Et nous, sur Une Voix, une Histoire, il y aura des offres exclusives. Là, j'y serai. Là, c'est dans le début d'après-midi et jusqu'à demain, j'y suis, oui. Alors, c'est l'occasion d'offrir un livre audio ou un livre en général. Exactement. Encore une fois, faisons de cette année 2024 une année extraordinaire où le livre est au cœur du Filao. Alors, je te pose la question, prochain voyage? Prochain voyage, alors je viens d'être informée d'un déplacement certainement sur le Canada. Tu l'as en exclusivité là, personne n'est au courant. Oui, ce sera quand? En février. Février, bon, ok, non mais c'était prévu, c'était prévu. C'était pas prévu, non, pas du tout. On m'a lancé ça comme ça. Et oui, je vais voir comment ça se passe. Donc, comme je disais que tu es devenue l'ambassadrice du livre guadeloupéen. En tout cas, j'espère te voir en Côte d'Ivoire du 6 au 10 mai. Oui, j'ai prévu. Il faut absolument... on viendra en reportage. Non, c'est prévu. C'est important. Et moi, j'espère te voir en avril à Caribule. Oui, en avril à Caribule. Je veux Caribule audio, une BD audio. Oui, on va faire une BD audio. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va faire aussi les enfants participer à ce type d'atelier. On va avoir des bandes dessinées en audio. Bien, merci. C'est bon, on a fait les 10 minutes. Oui, tu as tenu ton rôle. Alors, aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aller dans les infos aujourd'hui parce que la barque était très chargée. Je rappelle que le boucantage médiatique aujourd'hui était avec Christian Céleste, directeur des Nouvelles Étincelles, Nathalie Dinan, rédactrice en chef de Nouvelles de France Antilles, Jacques Dancal, qui est le directeur de Nouvelles Semaines, Jean-Claude Roth n'a pas pu y être, mais Olivier L'Ancien était là, et un des journalistes de Guadeloupe Première avec qui on a balayé un petit peu l'actualité du MAC, l'actualité politique de la Guadeloupe, l'appel
aux assises de la presse, la situation de la presse en Guadeloupe. On a parlé bien sûr beaucoup du nouveau Premier ministre français et la question qui se pose, comment est un Kikembe. Alors ça, on le saura dans quelques jours. En tout cas, rendez-vous est pris pour vendredi prochain. On va faire un round sur l'actualité de la Guadeloupe, comme tous les vendredis désormais. Et sinon, on se retrouve lundi dans une nouvelle série de ZCL News. Et moi, je veux bien faire un petit carré au ministère. Hein, si... Oui, volontiers. Volontiers. Bon, ben, radio, c'est un cas crié, mais bon. Pas de problème. Bon, la réalisation était assurée par Yann, qui a fait son possible pour nous. C'est que la banque était très lourde aujourd'hui, Yann, mais il avait quand même avec Evans. C'était pas évident, mais enfin, ZCL ici, là, pour vous, justement, pour vous autres en Guadeloupe, pour vous autres qui sont en France, pour vous autres qui sont en Afrique, regardez ça, nous a fait, et continuez by nouvelles et qu'il faut, avec des experts et des expertes comme Manika. Voilà, merci Manika d'être là, merci d'être une bosse désormais et d'être entrée dans les industries culturelles et créatives. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Attention sur les routes, il y a déjà 50 morts cette année, et cette année, il y a eu 4 jeunes qui sont morts cette semaine. C'est incroyable. Faites attention si la route a assez roulé trop vite, fait musique et qu'il n'y a pas de route pendant qu'on dit, il ne faut pas faire ça. Bon, nous parler. Allez, à lundi. Faut pas babier. Merci.